À la nuit tombée, un navire atteint une bouée située à quelques kilomètres des côtes de San Francisco. Cette bouée marque l'emplacement d'un câble sous-marin qui se déroule sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'en Asie. Ce soir, on le hisse à bord pour une intervention délicate. On va le déposer là-bas. Essayez de le poser sur le pont. C'est qu'il ne s'agit pas d'un câble ordinaire. Une fois sur le bateau, il doit être manipulé avec d'infinies précautions. Des heures durant, on ôte les couches successives d'acier et de caoutchouc afin de mettre au jour l'extraordinaire cœur du câble, constitué non de métal, mais de plusieurs dizaines de minces fibres de verre. Ce verre, le plus pur jamais fabriqué, a changé le monde. L'étape cruciale de l'opération consiste à relier le câble asiatique à celui qui regagne les États-Unis. On aligne les fibres au microscope avant de les souder. Désormais, informations et données circuleront en continu de San Francisco à Shanghai. Un tel réseau n'est que le dernier effort en date parmi tous ceux que les hommes entreprennent pour communiquer entre eux. Dans cette véritable épopée, scientifiques, ingénieurs et hommes d'affaires tentent de repousser les limites de la nature. Leur quête les a menés à la technologie de la fibre optique qui associe les formidables propriétés de la lumière à la magie cristalline du verre. Ce verre est tellement pur que si l'océan était aussi transparent que lui, on verrait peut-être pas jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, mais au moins à 5 km sous la surface. Au milieu des années 1970, l'évolution se confirme. Les 3 scientifiques de chez Corning Glass ont bel et bien fait cette percée que tant d'autres jugeaient impossible. Le rêve que Bell nourrissait de communiquer grâce à la lumière est devenu réalité. Une seule fibre de verre véhicule autant d'informations que tous ces câbles de cuivre réunis. Elle peut transmettre à grande distance des dizaines de milliers d'appels téléphoniques. La quête du Graal des télécommunications semble avoir trouvé son terme. Au cours des 2 décennies suivantes, on produit des millions de kilomètres de câbles en fibre optique. Ils viennent remplacer ceux de cuivre qui auront rempli leur office un siècle durant. Des navires tels que le Global Sentinel construisent cette autoroute de verre qui fait le tour de la planète. On estime qu'à l'heure actuelle, ces bateaux ont déjà posé quelques 6 millions de kilomètres de fibres de verre sous la surface des océans du monde entier. Il y aurait de quoi traverser l'Atlantique 1 millier de fois. D'autres câbles parcourent les continents sur près de 500 millions de kilomètres. Ce réseau de communication a quelque chose d'un gigantesque collier de verre. Mais comme il y eut jadis des sceptiques pour contester l'utilité du téléphone, des voix s'élèvent. À quoi un pareil volume pourrait-il bien servir? La réponse ne va pas tarder. On dispose d'une énorme capacité, mais à quoi pourrait-on l'employer? Et puis presque au même moment, quelque chose arrive à la rescousse. L'Internet. Aujourd'hui, le réseau optique mondial prend en charge les connexions Internet, chaque jour plus nombreuses, mais aussi les échanges commerciaux et bancaires internationaux. C'est également lui qui relie entre eux les téléphones de la planète. Car même à l'heure du téléphone portable, les communications circulent peu par la voie des airs. Sitôt parvenues à l'antenne relais la plus proche, elles sont converties en impulsions laser qui poursuivent leur itinéraire le long des fibres de verre. La fibre optique se situe au carrefour de plusieurs technologies de la communication. Un jour normal, nous gérons environ 300 millions d'appels vocaux pour l'ensemble du réseau et nous traitons 1700 téraoctets de données. C'est comme si on s'échangeait l'ensemble des documents écrits de la Bibliothèque nationale toutes les 17 minutes. La téléchirurgie à distance semble indiquer que l'avenir de la fibre optique pourrait nous entraîner au-delà de la communication telle que nous la concevons aujourd'hui. Nous continuerons de parler, d'écouter et de regarder de loin, mais nous pourrons aussi agir.
Et si l'histoire se répète, la fibre optique finira sans doute par être détrônée. Comme la plupart des technologies, celle-ci a forcément ses limites. Limites qui, de nouveau, pousseront les inventeurs vers de nouvelles trouvailles, plus performantes encore. La leçon de l'histoire est que tôt ou tard, nous allons découvrir quelque chose de plus efficace, qui nous permettra de dépasser la vitesse de la lumière, par exemple. Alors, tout recommencera. Peut-être du fond de cette cave parisienne du 18e arrondissement que les télécommunications africaines vont effectuer leur grand bond en avant. Après 3 ans de recherche, Victor Agbenienou, un ingénieur togolais de 39 ans, voit enfin son projet aboutir. De ses années de galère dans son laboratoire de fortune à l'invention du Matloop et du Mawa, Victor en est arrivé à créer le premier concept de communication équitable. Tout mon laboratoire, c'était ma tête, mes mains, c'est tout. C'est vraiment sans argent, sans rien que j'ai pris cette décision. J'ai continué, sans rien. Heureusement qu'il y avait ma femme, j'ai des enfants qu'il fallait nourrir. Mais c'est pas grand-chose, on a vécu comme on a vécu, parce que j'avais pris sur moi un sacrifice d'arriver et de montrer quand même à mes amis africains qu'on peut arriver aussi comme ça et qu'il faut se mettre au travail, quoi. Cette invention qui ressemble à un champignon géant s'appelle le Matloop. Cette antenne est l'outil télécom le plus élaboré du moment. Un serveur électronique permettant à la fois de téléphoner, de surfer sur le net et de capter la télévision. Il suffit d'implanter le Matloop au milieu d'un village et chacun peut venir y brancher sa fiche pour accéder au téléphone sans considération des réseaux locaux. Dans un village, il suffirait de ce petit module dans la cabane d'un individu avec une petite antenne qu'on mettra au-dessus de la cabane et puis c'est tout le village qui est arrosé avec les lignes sans fil qu'on apporte dans le village. En effet, ce système révolutionnaire peut être un atout sérieux pour réduire la fracture numérique nord-sud. Aujourd'hui, les pays du Nord représentent 88% du commerce des équipements télécoms dans le monde. L'Afrique, elle, atteint à peine 0,14%. Elle n'a que 2 lignes pour 100 habitants. Mais le vent peut tourner. Les Américains ont déjà essayé de racheter le brevet du Matloop pour un paquet de $. Victor Agbenienou a refusé, c'est que son invention comporte une dimension sociale. Il préfère négocier avec la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont les représentants ne restent pas insensibles aux qualités de cette invention. Michel Ouedraogo, directeur régional de la maintenance des télécommunications de Lomé. C'est un produit qui a été inventé par un Africain et qui a pour ambition que ce produit soit fait pour les Africains. C'est déjà un étonnement pour moi et lorsque j'ai vu comment le système a été conçu, c'est un système qui est totalement innovateur. En effet, ce système semble parfaitement adapté au terrain africain. Fini les liaisons filaires discontinues, les problèmes de réception et d'isolement. Et puis, K-Technologies est un vecteur d'emploi sans précédent. Victor Agbenienou compte créer des sites pilotes en Afrique où il formera des techniciens et ingénieurs qui pourront eux-mêmes fabriquer le matériel et l'exporter vers les pays du Nord. Victor Agbenienou a déjà testé à plusieurs reprises son invention sur des sites pilotes à Paris. Les accords avec la CEDEAO pourraient lui apporter les 10 millions de $ nécessaires au développement de son projet en Afrique. C'est une autre équipe qui est arrivée. Donc, alors, ici, nous sommes par exemple à la cuisine. D'accord. Attendez le téléphone. J'ai eu mon nom. Victor, je crois que c'est important qu'on précise qu'ici, on a privilégié par rapport à ce parcours de visite qu'on vous propose de venir à la rencontre des demandeurs d'asile, parce que les demandeurs d'asile, eux, ont tout de suite compris l'intérêt que ça représentait, que le service allait leur apporter, et ils sont venus massivement chercher leur téléphone en début de semaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Ce bâtiment est dédié à la demande d'asile. Alors donc, ils demandent aussi franchement à l'Internet, à leur niveau. Mais pour l'approche technique du processus, nous sommes par exemple dans la cuisine. On n'a pas de ligne téléphonique, mais chacun a son téléphone. Vous pouvez émettre des appels partout où vous voulez dans le monde. Vous allez vous appeler, vous testez. Et puis après, vous allez pouvoir aller sur l'Internet de la cuisine. Tout le monde est équipé et servi par le réseau. Donc vous appelez par le système qu'on a installé dans l'immeuble. Tout l'immeuble, toutes les chambres sont équipées pour la téléphonie et pour l'Internet. Donc vous pouvez faire des tests. C'est l'OFPRA qui voulait.
aussi les demandeurs d'asile? Oui, nous avons, alors j'en parlerai tout à l'heure, Andoma est le premier opérateur pour l'accueil des demandeurs d'asile. On en a 6 000 en tout, donc quelques-uns ici. Et c'est l'ANAM. Oui, c'est l'ANAM, oui. Alors, s'ils arrivent, ceux qui n'ont pas de solution de logement sont répartis dans les centres d'accueil, dont Andoma et dont Dreux, puisque nous avons une quarantaine de demandeurs d'asile ici à Dreux. Voilà. Nous avons trois types de personnes qui utilisent ici, des anciens travailleurs immigrés qui sont maintenant à la retraite, c'est ça. Des personnes qui n'ont pas trop d'argent, mais qui sont pas forcément immigrés, mais qui vivent ici. En résidence sociale, puisque c'est du logement social meublé, et puis une petite partie de moments. Et donc toutes ces personnes-là sont susceptibles d'être intéressées par l'offre, parce que, y compris ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont ici, je vais presque dire à défaut, parce qu'ils n'ont pas de trouver de solution de logement ailleurs, généralement ils n'ont pas les moyens de payer des téléphones très chers. Voilà. Excusez-moi, non, mais je voulais savoir pourquoi Dreux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut téléphoner n'importe où? Et tout le monde, en même temps, quand vous voulez, vous appelez partout où vous voulez. Et il suffit de faire un numéro. Vous faites le numéro et vous appuyez sur le bouton vert rouge, là, et puis c'est bon. Y compris en Bretagne. On peut appeler en Bretagne. Toi, là. Et après, on fait vert. Voilà. Pour faire un essai. Et ça sonne. J'appelle le Togo. Et ça sonne. Vous êtes parti loin. Et c'était juste pour tester l'international. Il est chargé à 50 centimes d'euros aussi. Il est chargé à 50 centimes d'euros. Allô? Moi, un peu. Bon, essaie de me n'a fatigué ça. Ok, ça marche. Il reste la France maintenant. Ça, j'ai essayé. Vous voulez pas appeler le Maroc? C'est fantastique. Et alors. Ça va vite, hein? Oui. Alors le Togo, c'est à peine, je crois, 15 ou... Ah, il y a même les tarifs. 10 centimes. Togo. Donc ça fait... 10 centimes. 16 centimes. Ça, c'est la Chine. On vient d'avoir la Chine en direct. C'est la Chine en direct. Oui, avec la Chine, ça marche. Avec la Chine, ça marche. C'est encore Et ce téléphone-là, chacun a le sien. Et il est mobile. Il va dehors, il fait dans les 100 mètres autour de la résidence. Ça marche aussi pour le Maroc. Ça marche peut-être. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez justement de ce système? Non, mais je trouve que c'est vraiment le bon moyen pour parler politiquement correct, pour réduire la fracture numérique. Parce que l'exclusion, ce n'est pas seulement social. Elle est sociale d'abord, mais elle peut aussi être technologique. Et c'est bien que les gens puissent être liés au monde et parler au monde en étant à Dreux dans un foyer. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que c'est un Africain qui est à la base de cette création? Ça me fait un peu plus de fierté, mais vous savez que moi je suis un citoyen du monde et que les hommes pour moi c'est des hommes, et celui qui réussit à apporter sa contribution pour que les hommes soient reliés aux hommes est un frère ou une sœur. Voilà. Merci, monsieur le ministre. On peut peut-être continuer. Donc, on va où maintenant? Il peut être utilisé dans les régions les plus reculées du monde. Le cartable numérique, incroyable projet d'un franco-togolais, a vu le jour.
Preuve que l'esprit de créativité peut déboucher sur des révolutions. La technologie utilisée permet l'accès à Internet sans câble, de quoi redonner un sens au mot « école » pour des milliers d'enfants. Claudine Gilbert, Marc Savino. Attention, il y en a qui se sont trompés entre la réponse C et la réponse D. C'est un dispositif pilote unique en France. Grâce à ces tablettes connectées entre elles en temps réel, la maîtresse interagit plus rapidement avec chaque élève. Et il suffit que je clique sur le prénom pour leur donner la main. Donc seul l'élève qui a été sélectionné peut dessiner sur la tablette. Flora, Elina, ici, toute l'école est connectée, mais l'usage des tablettes reste très contrôlé. Vous pouvez répondre. J'ai un accès, je peux verrouiller leur écran, je peux faire qu'ils s'arrêtent de travailler. C'est moi qui dirige encore. Bonjour. Voici l'inventeur de ce système. Ce scientifique franco-togolais a imaginé un cartable électronique adapté à l'Afrique grâce à la recharge solaire et rêve désormais d'un réseau international. Je laisse ça au soleil. Tout le reste, l'Afrique, l'Amérique, tout ce que vont venir suivre votre cours, même en n'étant pas présent ici. Le réseau est fait pour que vous puissiez échanger vos cours, vos connaissances. Le maire a misé sur la technologie brevetée PWCS qui transmet données, images et voix sans fil et à haut débit. Et le cerveau commence ici. C'est la plateforme du RETIS qui permet de faire tous les échanges. L'idée, c'est de redistribuer Internet à tous, à haut débit et à bas prix, à partir d'une seule de ces paraboles par village. Plus besoin de fibre optique, trop cher en Afrique. On est vraiment à la pointe du dispositif qui permettrait rapidement de pouvoir couvrir les écoles, que ce soit en Europe ou en Afrique. 2 écoles de Dakar utilisent cette technologie équitable. Avec le projet RETIS, des élus misent sur le numérique, priorité officielle de la francophonie. Vous allez faire une leçon sur la côte africaine, ça sera les enfants de Dakar qui enverront des photos aux enfants de Auger. Et les enfants d'Auger, si leurs amis de Dakar veulent savoir ce qu'est le château de Chantilly, ils pourront envoyer une photo du château de Chantilly aux enfants à Dakar. Avec cette technologie inventée pour l'Afrique, Auger-Saint-Vincent économise déjà 4 000 € par an sur l'abonnement Internet de l'école et de la mairie. En l'étendant à toute la commune, elle pourrait diviser par 10 la facture Internet de tous les habitants. Et sachez qu'en France, le plan numérique pour l'éducation se chiffre à 1 milliard d'euros sur 3 ans. Dès le mois de septembre, à titre expérimental, 500 écoles et collèges, soit 70 000 élèves et 8 000 enseignants seront connectés, mise en application à l'échelle nationale prévue pour la rentrée scolaire 2016. Bonsoir à tous. L'entretien du jour a le plaisir d'accueillir l'un de ces hommes dont l'initiative contribue grandement à réduire la fracture numérique dans les zones défavorisées dans le monde. Victor Agbeyenou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'inventeur du PWCS. C'est quoi le PWCS ? Le PWCS, l'acronyme défini, c'est le Polyvalent Wireless Communication System. C'est le système qui permet de faire du triple play partout dans le monde, mais avec un débit très important que nous appelons parfois la fibre optique dans l'air. Vous voilà. Dites triple play, oui. C'est-à-dire vous dites téléphone, Internet et télévision. Comment ça se passe concrètement ? C'est un dispositif sans fil, comme son acronyme l'indique, le wireless, oui. Mais qui utilise des radios très spécifiques où une partie est constituée du transport du flux, donc les parties qui nécessiteraient par exemple de faire encore des génies civils dans les villes, les villages, avant d'amener le téléphone, l'Internet ou le téléphone chez l'abonné final. On se l'évite. Et on a cette partie transport qui peut aller jusqu'à 30-40 km. Après, on fait la partie desserte des services, toujours en très haut débit, qui fait que vous prenez une ville comme Cotonou, oui. Quand nous y arrivons, il n'y a plus besoin de creuser des tranchées pour faire la fibre optique, mais au point d'atterrissement de la fibre optique dans la mer, on peut aller le chercher et le diffuser dans l'air et apporter ce gros flux à chacun et au point de distribution. Et comme par exemple le Bénin a fait sa dorsale sur tout le territoire en longueur de Cotonou à Parakou, en ce moment-là, les points de raccordement, nous nous en occupons en sorte que le déploiement de technologies numériques revient à plus grand-chose. Oui. On m'a dit,
en préparant cette émission, et si je me trompe, vous m'arrêtez, que vous êtes vétérinaire de formation. Oui, je suis vétérinaire de formation. Au fait, depuis que j'ai commencé à aller à l'école, mon souci majeur, c'est de faire de la technologie équitable. Faire de la technologie équitable, quelle qu'elle soit. Si je prends mon domaine vétérinaire, en principe, si on m'avait écouté, si les dirigeants africains m'avaient écouté, on aurait fait pas mal de prouesses déjà dans ce domaine, y compris dans la médecine humaine. Parce que je suis spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. Et les techniques que j'ai déposées comme brevet dans ce domaine aussi rend cette vieille ou ce vieux comportement de faire des technologies élitistes. Il faut que les technologies soient utilisables, que ce soit pour le pauvre ou comme pour le riche, sans dégrader la qualité du service à donner. Donc le vétérinaire de formation s'est réveillé un jour, il en a eu marre que les choses traînent en Afrique, il a dit je vais aller explorer d'autres horizons, et on a donc la naissance du PWCS. Oui, c'est pour petitement dire que il n'y a pas besoin, c'est-à-dire la formation que nous avons reçue est très mal appropriée par le dispositif de cloisonnement qu'on fait de l'intellectuel. Quand on a été à l'école, et quand on veut faire de la recherche, qu'on ne vous dise pas que vous êtes chercheur en journalisme et que vous ne pouvez jamais aller dans d'autres domaines. Écoutez plutôt les problèmes qui se posent et apportez son raisonnement. Et il y a beaucoup de spécialistes qui peuvent le faire. C'est-à-dire que la place du chercheur est de savoir recevoir le problème, le formuler, et une fois qu'il a bien formulé, il n'y a plus de barrière. Normalement, il trouve la solution. J'ai aussi découvert que si rien n'était fait pour accélérer le déploiement de cette solution innovante que vous venez de nous décrire, dans 10 ans, le brevet que vous avez déposé va tomber dans le domaine public, c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'un brevet, ça se donne pour 20 ans. Et il a été déposé en 2000, a été délivré en 2001. Voilà, quand vous comptez, il y a très peu d'années qui restent. Bon, mais comme toute innovation ou tout brevet, c'est un parcours de combattant. Parce qu'on vous donne un monopole à un petit homme comme moi sur le monde entier à pouvoir le faire. Donc on ne navigue pas dans des eaux douces, on navigue dans des eaux de requins et qui peuvent même, Vous êtes en train de me dire à demi-mot là que si votre innovation n'a pas encore connu le déploiement dont vous rêvez, c'est tout simplement parce qu'en face, il y a de grands capitaines d'industrie, de grosses firmes qui vous font la guerre. C'est exactement ça, que ce soit en Afrique ou ici, ça a été toujours le nœud du problème. Et puis bon, les détails, vous me passez les détails à nos téléspectateurs. Donnez-nous quand même une idée des obstacles qui sont sur vos routes, votre route. Alors, les obstacles premiers, c'est malheureusement nos propres dirigeants d'abord. Les dirigeants africains. Les dirigeants africains. Parce que je ne vois pas pourquoi un Africain aurait inventé un dispositif et que les dirigeants africains ne soient pas les premiers à aller le chercher et essayer de voir ce que c'est pas fiable et que c'est un Africain. Ça peut être un problème, mais très passager. Parce que quand vous voyez que la personne fait ses preuves, arrive à déployer le truc en pilote, qu'est-ce qu'il reste à faire? Sauf parce qu'ils ont signé des contrats qui leur lient les pieds et les mains. Est-ce qu'ils sont victimes de lobbying de ces grands groupes dont on parlait tout à l'heure? C'est le premier critère, parce que je crois que nos dirigeants n'ont pas vraiment la latitude de pouvoir réfléchir en disant que nous sommes dans une ère technologique et qu'il faut s'approprier les technologies de A à Z. Notre solution était quoi? Puisqu'on la maîtrisait de bout en bout, ce qu'il fallait faire, c'est que l'Afrique, si elle disait oui, nous on lui disait tout de suite, on va créer des usines industrielles en Afrique. Avec nos partenaires européens avec lesquels on a travaillé. Pourquoi nous sommes venus travailler ici? On a été partout, creuser les tranchées, faire des rails. Mais quand il faut faire pour nous, on fait comme si on n'existait pas. En tout cas, technologiquement, on n'a rien à envier. En tout cas, intellectuellement, conceptuellement, on n'a rien à envier aux autres. Mais il faut que nos politiques comprennent qu'une fois qu'on a eu ce résultat, il n'y a plus besoin de grand-chose. Quand je vous écoute, cela veut dire que votre invention affole finalement les multinationales et paralyse en même temps nos États. Ça a été
Très tôt, parce que en 2000 déjà, à peine j'ai déposé le brevet, tout ça, oui, j'ai été approché au point de proposer même le rachat du brevet. C'est vrai. En tout cas, est-ce que c'est une erreur ou c'est ce qu'il fallait que je fasse? Je ne regrette rien de ce qui a été fait. Pas fait. C'était qu'il fallait le vendre et j'ai dit je pouvais le vendre sur tout autre pays, mais qu'on me laisse l'Afrique, à ce que je puisse essayer de la développer. Pourquoi vous tenez à l'Afrique? Parce que vous savez que c'est là qu'il faut se faire le plus d'argent. Oui, parce que quand on rachète un brevet, on ne sait jamais ce qu'on en fait. S'il dérange vraiment, on vous l'achète, vous n'êtes plus propriétaire, on le met dans un tiroir. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on l'achète et on ne trouvera encore que ces applications élitistes. Auquel cas, le milliard d'habitants pour sur ce continent africain n'aura plus rien à voir. Alors, moi je me dis, j'étais déjà dans une cave, je ne pouvais pas descendre plus bas. Donc, vous avez développé ça dans une cave? Ah oui, bien sûr. Comme tout le monde et comme tout inventeur. Quand on prend aujourd'hui, il faut savoir faire des coupes. Il faut faire plutôt des coupes longitudinales pour voir l'historique de chaque chose. Et vous prenez n'importe quelle grosse entreprise aujourd'hui, on vous dira. On commence toujours dans une cave et on finit grand. Grâce donc à cette invention, vous avez imaginé par la suite d'autres applications comme le cartable numérique. C'est quoi le cartable numérique? Le cartable numérique, l'application là s'appelle le RETIS, Réseau Énergie TIC pour l'éducation. Sur sa partie de base, le PWCS sert à faire l'infrastructure de chaque école, que ce soit une école de brousse ou une école de capitale, que ce soit une école sous un arbre comme le bambou ou le baobab. Et après, cette infrastructure que nous savons déployer de partout. Ah, vous avez apporté un sac pour nos téléspectateurs. Voilà, on a un kit, c'est le kit terminal pour chaque enfant, chaque élève et chaque enseignant. Ça, c'est le cartable numérique. C'est le sac, c'est le kit. Le kit RETIS. Voilà, le kit terminal RETIS. À l'intérieur, quand nous sommes en Afrique ou que nous soyons même ici, il faut l'autonomie énergétique parce que le premier problème qu'on pose, même lorsque vous allez trouver de l'électricité pour pouvoir alimenter vos numériques. Oui, nous disons que le sac est autonome parce que nous donnerons des panneaux avec batterie intégrée comme cet objet. Et qui fonctionne au solaire. Il fonctionne totalement au solaire, avec une batterie qui va accumuler pour pouvoir l'utiliser sur 2-3 jours. Et chaque enfant, s'il veut même le porter dans son sac, comme c'est fait avec le sac, il arrive à l'école pour mieux contrôler la sécurité du dispositif. On fait une rampe et chaque élève sortirait son module d'alimentation, poserait au soleil, il n'y a plus rien besoin de faire, il finit son cours et la batterie est chargée pour la nuit, pour pouvoir aller continuer ses études la nuit. Ça, c'est l'alimentation. À l'intérieur, donc, nous avons la machine elle-même qui est la tablette. C'est donc ça, votre tablette? C'est la tablette. Nous l'appelons tablette pour ce qu'on peut se dire là maintenant, mais au fait, c'est ce que nous appelons le cartable numérique. Elle n'a rien de différent des autres tablettes qu'on rencontre. Mais malheureusement, si vous allez acheter une tablette à Darty ou Carrefour, ou qu'est-ce que j'appellerais chez moi, à Papa, bon, voilà, vous ne pourrez pas implémenter les logiciels qui font la spécificité du produit. Parce que ce dispositif permet à l'enseignant, dans la salle de classe, de faire bénéficier. Vous pouvez le manipuler pour que je vois? Bien sûr. Nous avons par exemple le sac électronique que l'enfant va voir, qui contient sa bibliothèque, c'est-à-dire son rangement de tous les manuels que l'État aura autorisé de rendre disponible pour le programme. Et du primaire ou du moment même de la maternelle jusqu'à l'université. Une fois qu'on nous en donne l'ordre, nous avons notre plateforme, on met les solutions dessus. Dans chaque école, il n'y a pas besoin d'Internet pour que le réseau RETIS fonctionne. Parce que l'Internet représente à peine 10% du besoin pour l'éducation. L'essentiel repose sur le numérique plutôt. Et numérique n'est pas égal à Internet. Monsieur Agbeyenou, cet entretien dure malheureusement que 13 minutes. On va arriver vers la fin. J'aimerais qu'on synthétise aujourd'hui. Vous êtes l'inventeur de ces objets innovants pour des pays qui sont défavorisés, des endroits du monde défavorisés. Qu'est-ce que vous attendez pour que demain, ces endroits ne soient plus des endroits déserts?
Alors, je suis venu aujourd'hui pour dire bonne rentrée à tous les enfants du monde, en particulier ceux de l'Afrique, et leur dire que désormais, il y a un outil qui fera qu'en Afrique, on n'irait plus à l'école parce qu'on n'a pas de fourniture, parce que le coût des fournitures reviendrait à plus grand chose. Dire à nos dirigeants africains qu'ils ont maintenant un outil qui leur fera faire des économies considérables sur ce qui est du budget de l'éducation. Il n'y a pas besoin, quand on adopte le RETIS, d'ajouter un seul centime au budget tel qu'il se ferait, mais au contraire, au bout de 2 ans, de faire des économies significatives. Et on dit que ce n'est pas une solution pour les pauvres, ce n'est pas une solution pour l'Afrique. La preuve, on a équipé une école en France ici, qui fonctionne. Victor Agbeyenou, merci. Inventeur d'un système révolutionnaire de télécom, le PWCS, présenté comme une alternative à la fibre optique. Merci en tout cas. Grâce à vous, l'école de demain en Afrique et dans les zones défavorisées ne sera plus celle des laissés pour compte. Merci d'être venu nous parler dans l'entretien du jour. Merci beaucoup. Although Africa has gone digital, with mobile devices and internet connectivity wiring the continent to a global ICT network, getting connectivity to remote African areas is still a challenge. Rough terrain and lack of infrastructure often mean that the installation of telecom cabling is expensive and in many cases impossible. L'Afrique n'a qu'à peine 1 ou 2 lignes pour 100 habitants. Pour creuser, ça coûte très cher et l'Afrique est en retard. Il faut un déploiement qui permet de faire quasiment l'équivalent des fibres optiques dans l'air. Scientist Dr. Victor Agbenunu may have found a way to bypass conventional connectivity with his patented transmission system. Le dispositif donc est issu de la solution PWCS, le Polyvalent Wireless Communication System, qui permet de faire la voix, les données et les images. The PWC system receives a satellite data signal and is then able to disseminate the signal via PWC transmitters over great distances, making telecoms cabling unnecessary. Most importantly, the PWC connection can be provided at a fraction of current cost of systems offering similar satellite connectivity. While satellite broadband connections are available in Africa, they are far too expensive for most people in countries like Senegal. Africa has the most expensive broadband access in the world, with monthly data packages costing about 3 times more than on any other continent. Victor has been working on his innovation in Paris, where he has been given permission to test the system, and it's working well. He has brought together a group of African scientists who have funded the research and development themselves. They are determined to offer the service to Africans at either low or no cost. Nous, notre groupe que nous constituons, a des produits avec la finalité de l'usage et de l'utilité. D'abord, pour l'Afrique, si demain ça peut servir pour d'autres, il n'y a pas de problème. Qu'on est venu, comme moi, comme les amis, tout ça, d'Afrique, de quoi on a souffert, on est les mieux placés pour pouvoir définir et concevoir le produit. Victor and his team realized that providing a data connection was not enough, as many of the people who stand to benefit the most don't have access to computers or even electricity. Their rollout strategy is to focus on schools. C'est le kit élève. À l'intérieur, nous avons donc la tablette. So the tablet would be powered by the solar power panels that you have installed into the backpack that every child would have. Oui, c'est ça. An extension of the PWC innovation is a solar-powered educational kit called RETIS, bringing hardware, software, data connection and solar power together. Il peut avoir sa batterie qui va l'aider pour continuer de travailler la nuit. Même si l'école est sous un arbre, ils peuvent avoir le même dispositif que ceux qui sont en ville. What I love about what you've been able to develop here is that you are thinking
all the time about who you're creating it for. The PwC system has been hailed as revolutionary, and Victor has had several lucrative offers from both America and Europe to buy his patented technology. But he has refused to sell. J'avais voulu que pour une fois, on montre sur le continent qu'on peut inventer, accompagner une invention jusqu'à son développement et la matérialiser par l'industrialisation du produit. Standing his ground has meant that Victor has been battling to secure non-commercial funding for the PwC project for several years. Used to paying top dollar, some African institutions have been skeptical of its functionality and have questioned if something so cheap could actually do the job. Today could be the day Victor convinces them all. After months of negotiations with the Senegalese government, he finally has permission to pilot the system at schools in Dakar. Dignitaries from across Senegal have gathered at this elementary school, where Victor will demonstrate the Retis system here for the first time. Il faut que politiquement, on décide aussi que les produits soient fabriqués en Afrique. Ça serait bien qu'on ait une usine d'assemblage du kit ici pour au moins l'Afrique de l'Ouest. After initial introductions to the package, it's time to demonstrate the functionality of the kit in an actual classroom. Victor has a lot riding on things at this pilot school going well. Aujourd'hui, pour venir à l'école, vous tenez vos sacs comme ça au dos. Et je vois déjà pour une petite fille comme celle-ci, ce que cela pèse. Qu'est-ce qui se pèse plus lourd? Bon, voilà. Dans votre sac à dos, vous avez quoi? Crayon, gomme, cahier, livre et tout ça va se retrouver dans votre sac électronique. Et quand vous allez à la maison, cette batterie que vous avez, vous allez la brancher pour continuer de travailler à la maison. Ils sont là pour vous donner une bonne et du bravo. La fête est incroyable. Là, si j'appuie là, l'élève veut à lever la main aussi. On va poursuivre le combat pour que chaque enfant sur le continent bénéficie de la solution. Merci beaucoup. The world could have never imagined. Africa could have never imagined. Retis, Ouagadougou. Retis, Kano. Retis, Kano. Okay, show it to me. Okay, put it down.
hardware. I want you to alter the icon of smart class on the screen. So when you do that, you select the teacher. You want to check the level of your battery in the tablets. Mustafa? Yes, sir. You need to charge your tablet because you have lower percent of your battery. Okay? Okay, sir. I want to ask a question by writing the question on my whiteboard. You will all see it from your tablet. And I want you to give me the answer in your tablet. Who is the governor of Kano State? I want you to write the answers on your tablet. I will see and I want you to write it down. The right answer, as he said, as he writes, is Engineer Rabi Musa Kongoso. So clap for him, please. When you touch onto your school bag, you go into e-book reader, you find the book there. Choose the computer. This tablet is very, very important to the student because it has many facilities like the e-library. The student can access their library while they are in the class, and all they need in their bag is consist in this tablet. One, they have their note mobile, that is the notebook. They can create a notebook in this tablet, and they can also have their calculator, including scientific calculator. It's included in this tablet. And also a teacher can have a total control of the class through this tablet because he can see whatever a student is doing from his own tablet. He can stop him from doing that from his own tablet, and also they can share document with the student and the teacher through the remote, which is used in sharing like a document of subjects to, from a teacher to the student. It also has a capacity of giving a quiz to the student from the teacher. A teacher can give a quiz, can write a quiz in this tablet and send it to the student for the answer. If they answer it, they can return it back to the teacher, and the teacher will mark it and they will see their mark. So this tablet is very important educationally to our own children in this nation and the world at large. Retis, Kano. So from this place, it goes into the wireless system, which is covering the whole school. So from this point, we can stock all the information that we need, be it from the Ministry of Education, from the teachers, or from the principal. And this central part is something that is coming from part of the system and leads to the radio signals. Each class is equipped with an access point, which means that the tablets will be able to communicate with the teacher and vice versa. So the teacher can actually control all the information that is exchanged between the students and the teacher. So this information, if it's homework, can be temporarily stored in the tablets or permanently in the servers.
So if you get into the server, that means you need passwords. So for the RETIS, it is Energy and ICT Network for Education. So as you have noticed, electricity is really important because here in Kano we do not have electricity. So we have been able to come around this problem using solar panels. RETIS, Kano. So school bags with solar panels on it, which means that the child is completely independent, which means also that when the child leaves school and wants to continue working, the child can use a solar lamp. As you can see, the solar lamp has also a solar panel and then has a lamp side which enables the child to do his or her homework. Africa is back. RETIS.